Donc je vais vous parler du cycle de l'eau et évidemment des bassines. Je vais commencer par une introduction très générale sur comment fonctionne le cycle de l'eau. Ensuite, je passerai à une partie sur qu'est-ce qu'une bassine, comment ça fonctionne, quels sont les impacts qu'on connaît déjà ou qu'on peut prévoir. Et puis on verra un peu les perspectives climatiques prédites par le GIEC. Donc, tout d'abord, ce schéma, vous allez beaucoup le voir dans cette présentation, c'est le schéma du cycle de l'eau tel qu'il est fait par l'agence américaine de géologie qui a l'avantage de faire des très jolies infographies. Et ils ont sorti une nouvelle version du cycle de l'eau l'année dernière, non seulement parce que les codes graphiques ont changé, mais aussi parce que l'activité humaine a pris une telle place dans le cycle de l'eau qu'on est obligé aujourd'hui de les représenter quand on veut décrire ce cycle. Donc on a l'habitude donc c'est un cycle, mais on va partir de l'océan. Donc 97% de l'eau sur Terre est de l'eau salée. Donc on a énormément d'évaporation au niveau de l'océan. La plupart retombent dans l'océan, mais quand même une partie arrive sur les continents. Une majorité, 75% à peu près, de l'eau douce se trouve contenue dans des glaciers et des calottes polaires. Bon, ici on n'est pas trop concerné. Et donc il nous reste vraiment une infime partie d'eau douce à la surface des continents, enfin à la surface ou en subsurface des continents. Donc quand la pluie arrive au-dessus des continents et qu'une goutte tombe, elle a à peu près trois choix. Soit elle va ruisseler, rejoindre un cours d'eau et éventuellement arriver jusqu'à la mer, soit elle va être évaporée ou transpirée, soit elle va pouvoir s'infiltrer dans le sous-sol. Et on va voir ces trois processus l'un après l'autre. Alors, si on parle... Ah oui, il y a déjà un petit mot sur les précipitations, parce que je n'ai pas de diapo dessus. Ici, il pleut à peu près 700-750 mm d'eau par an, ce qui est une valeur assez moyenne pour la France, et quand même plutôt bien répartie dans l'année, même si évidemment on a une saison hivernale plus importante que la saison estivale. Je vais profiter de cette présentation sur le cycle de l'eau pour aussi casser quelques idées un petit peu reçues. Donc cette année, on a eu des records historiques de précipitations. C'est pour ça qu'on a énormément d'inondations. C'est pour ça que les nappes ont enfin réussi à se recharger après au moins 2 années de sécheresse. Mais il faut bien garder en tête que c'est une année exceptionnellement humide. Alors quand une goutte ruisselle, pour rejoindre les cours d'eau, elle va suivre systématiquement ou quasi systématiquement la plus grande pente pour s'écouler. Et donc ça nous définit ce qu'on appelle les bassins versants. C'est des territoires qui ont une forme globale, on va dire, de cuvette, et qui est définie uniquement par la topographie. Donc ici j'ai tracé le bassin versant de la Loire, ce qui veut dire que ici c'est la ligne de partage des eaux, ou la ligne de crête. Et donc toute goutte de pluie qui tombe à l'intérieur de ce bassin versant finira par s'écouler vers l'estuaire de la Loire. Et toute goutte qui tombe un tout petit peu à côté, ici on est dans le bassin versant de la Seine par exemple. Alors je suis désolée parce que j'ai fait une erreur d'orthographe au nom de la ville. Comme il y a la baie de l'Aiguillon chez nous, je sais pas, j'ai pensé les Éderguillons, quoi. Bon, voilà. Et en chaque point du bassin versant, on peut définir des sous-bassins versants. Donc ici, on est dans le bassin versant de la Loire, on est aussi dans le bassin versant du Cher. Hein, j'ai pris l'endroit de la confluence ici et j'ai retracé tout le bassin versant. À l'intérieur du bassin versant du Cher, on est donc dans le bassin versant de Lièvre. Et à l'intérieur du bassin versant de Lièvre, on est précisément dans cette salle des fêtes sur le bassin versant du Collin. Le projet de bassine est sur le bassin versant du Collin, mais le pompage de la bassine se trouve sur le bassin versant de Loitier. Et les deux bassins versants ont des communications qu'on va voir après. Donc ça, c'est si la goutte d'eau se met à ruisseler et à rejoindre un cours d'eau. On a sur quelques cours d'eau dans la région des stations de mesure du niveau de l'eau ou du débit. Donc on n'en a pas sur le Collin, mais on en a une sur Loitier, donc à Saint-Martin-sur-Yèvre. Ici, sur ce graphique, vous avez la hauteur d'eau dans le cours d'eau par rapport au temps qui s'écoule. Et ce qui est flagrant, c'est que donc, comme vous l'avez sûrement vu, hein, on a un cycle annuel dans les rivières, avec une période où le niveau monte avec la saison des pluies, on va dire,
un maximum annuel, et puis une décharge de la rivière dans l'année jusqu'à l'automne à peu près. Et on a des années particulièrement sèches et puis des années particulièrement humides. Un autre destin qui peut arriver à notre cours d'eau, c'est qu'elle soit évaporée ou transpirée. Donc on parle d'évapotranspiration parce qu'on regroupe ces deux phénomènes, parce qu'on a du mal à les distinguer l'un de l'autre. L'évaporation, c'est vraiment si on a de l'eau libre à la surface et qu'elle s'évapore. Et la transpiration, c'est tout ce qui est consommé par la végétation pour faire circuler la sève dans les végétaux. Et la transpiration des végétaux, c'est un phénomène qui est très très important, qu'on commence à savoir bien quantifier, mais qu'on a eu du mal pendant très longtemps à estimer. Donc là, j'ai mis une photo d'une forêt avec sa brume. Une grosse partie de la brume des forêts, en fait, est la transpiration des forêts. Et tous les végétaux transpirent. Donc, quand on veut voir à peu près l'eau disponible dans un bassin versant, il faut... Alors, il y a plusieurs définitions. C'est soit l'eau disponible, soit l'eau renouvelable. Voilà, ça dépend des versions. Il faut prendre en compte les précipitations moins l'évapotranspiration. Et en moyenne, en France, et ça c'est un chiffre du ministère de la Transition écologique, on a moins de la moitié de l'eau de pluie qui finit soit par ruisseler, soit par s'infiltrer. Le moins de la moitié, ici, c'est à peu près, donc selon une étude récente du BRGM qui a compilé plusieurs résultats, c'est à peu près 30% des précipitations qui vont ruisseler ou s'infiltrer. Donc il ne faut pas, dans les idées reçues, souvent on entend ah ben on a des milliards de mètres cubes qui pleuvent en France, on doit pouvoir utiliser l'ensemble de ces milliards de mètres cubes. Bah, en fait non. Donc, déjà on a besoin de cette évaporation parce qu'on a besoin d'un taux d'humidité dans l'air, on a besoin que la végétation transpire, mais depuis quelques décennies on voit une diminution de l'eau disponible, et qui est lié notamment, surtout, à l'augmentation des températures et donc à l'augmentation de l'évaporation. Et en 20 ans, alors c'est des moyennes sur des décennies, hein, mais en une vingtaine d'années, on a perdu à peu près 14%, pareil, sur le territoire national, de la ressource en eau, juste avec l'augmentation des températures. Alors, si notre goutte d'eau ne ruisselle pas et n'est pas évapotranspirée, elle va pouvoir commencer à s'infiltrer. Or, alors, pour l'infiltration, quand il pleut, on n'a pas systématiquement une recharge des nappes. Déjà, on a l'épaisseur de sol qui doit se saturer. Il faut vraiment que toute notre colonne de sol soit remplie d'eau pour qu'enfin, notre goutte d'eau, elle commence à pénétrer à l'intérieur de l'aquifère. Et ça, c'est vraiment... il faut vraiment que les champs soient bien saturés, par exemple. Alors, du coup, j'ai utilisé le terme d'aquifère. C'est un réservoir, c'est le contenant, c'est une couche de roche poreuse et perméable. Et donc sur le schéma ici, hein, vous avez 3 couches d'aquifères superposées et vous avez des couches grises au milieu qui sont des couches imperméables qui séparent ces aquifères. C'est à peu près ce qui se passe dans la région. Alors ici, je suis désolée, je n'ai pas trouvé sur internet de photos d'affleurement local, mais c'est le même type de roche et la même couche de roche, qu'on appelle globalement le Jurassique supérieur, qu'on trouve sur les falaises de Charente-Maritime. Donc c'est des bancs calcaires, comme ça, avec des petits bancs d'argile au milieu, et qui n'ont pas beaucoup de pores, donc les pores c'est les trous, qui sont des bancs de calcaire très massifs, très compacts surtout, et par contre qui sont altérés, fracturés, fissurés dans les quelques mètres superficiels, donc jusqu'à une vingtaine, trentaine de mètres maximum. Donc, on a une couche aquifère qui n'est pas très capacitive, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas contenir énormément d'eau. Éventuellement, on peut trouver des cavités, des gouffres dans ces couches de roche. Alors ici, je vous ai mis un exemple, encore une fois, un des Deux-Sèvres. Et c'était pour illustrer surtout le fait que ces pores et ces fractures peuvent être très très variables. Donc on peut avoir, là on a un pore de plusieurs mètres de diamètre, dans lequel est notre spéléologue, alors que dans les murs ici, ou dans cet aquifère-là, on va avoir plutôt des pores qui sont millimétriques, voire centimétriques, mais jamais de la taille de cette cavité. En tout cas, on peut avoir donc une grande variabilité de cette porosité,
Et aussi, vous voyez bien que si, là, il y a une rivière souterraine qui permet d'accéder à ce théâtre des excentriques. Et évidemment, l'eau va circuler beaucoup plus vite quand on a une rivière souterraine que quand on a quelques petites fissures, quelques petites fractures ou quelques petits trous. Donc on a une grande variabilité de cette porosité et de la perméabilité qui fait que quand on mesure un niveau de nappe, on ne sait jamais à quel volume ça correspond exactement. Et donc justement, quand on surveille les nappes, en fait on a des forages dans lesquels on met des sondes qu'on appelle des piézomètres et on va surveiller comme ça le niveau de la nappe. Donc le piézomètre est dans l'eau et il mesure la hauteur d'eau qu'il a au-dessus de la tête. Ici j'ai mis une carte géologique très simplifiée pour vous dire que cette couche du Jurassique supérieur qui est ici en bleu ciel, là, en gros c'est l'ensemble des deux bassins versants quasiment qui est concerné par cet aquifère. On a d'autres couches de roches, d'autres aquifères en profondeur, mais ils sont soit très profonds et l'eau n'est pas de très bonne qualité à l'intérieur, donc elle n'est pas exploitable. Donc toute l'eau souterraine des bassins versants ici vient de la même couche de roches qui est le Jurassique supérieur, c'est-à-dire l'eau pour l'eau potable, l'eau pour l'irrigation et l'eau pour l'industrie. Voilà, en vert en haut c'est une autre couche de roches qui est du Crétacé et qui concerne plutôt les bassins versants plus au nord. Donc si on a des piézomètres dans ces bassins versants, donc encore une fois des sondes dans des forages qui mesurent le niveau d'eau, et voilà, je vous ai mis les chroniques ici. Donc encore une fois, on a la hauteur d'eau et qui s'écoule par rapport au temps. Et on retrouve le cycle annuel. Donc on a une période de recharge des nappes qui, alors dans le cas de cette nappe ici, c'est une nappe libre, c'est-à-dire qu'elle est en communication avec la surface et elle est très réactive aux précipitations. Donc on a un cycle annuel avec une période de recharge qui est toujours, qui peut commencer en automne, qui va se poursuivre pendant l'hiver et qui en général s'arrête au printemps. Ici c'est quand on a ce qu'on appelle les pluies efficaces, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pluie en hiver, aussi il fait plutôt froid, donc on a moins d'évaporation, et puis on a toute la végétation qui est en dormance, donc on a très peu de transpiration. C'est comme ça qu'on peut saturer les sols et que l'eau peut s'infiltrer dans les aquifères. Et puis arrive le printemps, donc là on a une diminution des pluies, une augmentation de la température et puis la végétation repart, et là on n'a plus de recharge des nappes ou très peu. Et ensuite on va avoir une décharge, en l'occurrence ici assez progressive, et qui est notamment due au fait que les rivières drainent les nappes. Donc, vous avez les rivières qui sont en fond de vallée, hein, évidemment, et la nappe est un petit peu plus haute que le niveau de la rivière. Et en fait, c'est les nappes qui alimentent les rivières en été, presque exclusivement. Et sur l'année, il me semble que c'est à peu près 70% d'alimentation dans ces bassins versants des rivières par les nappes. Et donc voilà, on a la période de décharge et on atteint un minimum, alors un minimum qui normalement arrive plutôt vers la fin de l'été, mais dans beaucoup de bassins versants, plus ça va, plus on décale la période qu'on appelle l'étiage, le niveau minimum, et on la décale de plus en plus tardivement dans l'hiver. Oui, j'ai oublié un truc. Donc là, je vous ai remis la chronique du débit de Loitier. Et j'ai gardé le piézomètre qui est en amont du bassin versant de Loitier. Et on voit donc qu'on a une corrélation systématique, hein, une très bonne corrélation entre les maximums et les niveaux minimums. On a un tout petit décalage, et c'est assez normal. Quand on est en période hivernale, on a plutôt quand même la rivière qui reçoit les précipitations, mais on va avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur de la rivière. Donc on a une grande relation entre les nappes et les rivières dans ces bassins versants, ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Je vous ai dit que la rivière drainait beaucoup la nappe, mais on a aussi des endroits où on a la rivière qui peut alimenter la nappe. Et évidemment aussi, si le niveau de la nappe passe sous le niveau de la rivière, bon bah là, elle va partir à l'intérieur de la nappe.
Et donc, par exemple, il y a eu des tests de traçage en amont du bassin qui ont montré qu'une partie de l'eau du Colin s'infiltre et se retrouve en fait dans les eaux de Loitier. Donc non seulement on a une grande relation entre la nappe et chaque rivière, mais on a aussi une relation entre ces deux rivières ici. Et on a une source au niveau du Colin par ici, qui est possiblement alimentée également par ce qui se serait infiltré de Loitier dans le Jurassique supérieur. Voilà, donc quand on a un quelconque pompage dans la nappe, il y a un risque que la rivière soit impactée. Ce que j'ai oublié de dire dans la partie sur le ruissellement des rivières, c'est que on a des mesures, on a un réseau d'ASEC, de constatation d'ASEC. Donc les ASEC, c'est quand les rivières sont à sec. Et on a un endroit qui est surveillé 4 fois par an à peu près, en amont du Colin, et puis sur Loitier aussi. Loitier, on a, sur 12 années de mesure, on en a 6 qui montrent des ASEC, avec 1 à 2 mois d'ASEC dans l'année. Le Colin, c'est 11 années sur 12, avec certaines années 4 mois d'ASEC, et des ASEC qui peuvent durer jusqu'en octobre, voire novembre. Et ça, c'est un phénomène qui s'amplifie d'une manière générale. Les ASEC de rivière deviennent de plus en plus longs, de plus en plus marqués, et notamment se prolongent jusqu'à... Alors là, on a un petit souci, elle passe carrément sous le niveau 0, mais les ASEC se prolongent de plus en plus tardivement dans les années, en fait. Donc évidemment, si vous ajoutez à ça un remplissage de bassines qui commencerait au mois de novembre, par exemple, eh bien, il y a un risque de prolongation de l'étiage de la rivière par le remplissage des bassines. Et c'est ce qu'on constate. Il y a une étude qui est en train de sortir sur le bilan des bassines en Vendée. Parce qu'en Vendée, les premières bassines sont arrivées en 2007. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une prolongation de l'étiage jusque parfois au mois de décembre. Alors, quand l'eau ruisselle, évidemment, elle arrive à la mer. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que même dans les aquifères, on a un écoulement souterrain. Je vais peut-être en reparler un petit peu ici. Du coup, ici, globalement, on a un écoulement dans la nappe qui suit à peu près la topographie, donc du nord-est vers le sud-ouest, et qui peut traverser les bassins versants. Voilà, dans les nappes, elles se fichent un petit peu de ces limites. Donc on a une circulation de l'amont vers l'aval dans les eaux souterraines et dans les eaux superficielles. Et moi je voudrais vous parler de ce qu'on appelle le continuum terre-mer. On entend souvent dire que l'eau qui s'évacue, l'eau des rivières est perdue puisqu'elle part à la mer. Mais en fait on a besoin que l'eau arrive à la mer. On y a besoin pour plusieurs aspects. Alors il y a un aspect plutôt écosystémique. Pour le littoral, les espèces littorales ont besoin d'un apport en nutriments, d'un apport en eau douce, d'un apport en sédiments. Dans la zone plutôt dans laquelle je vis, donc en Poitou-Charentes, on a tous les mytiliculteurs et conchiliculteurs où quand il y a des ASEC, ils n'aiment pas ça du tout, quand il y a des périodes d'inondation non plus, mais parce que sinon leur eau est trop salée et trop pauvre en nutriments quand il y a des ASEC. Ce qui se passe quand on n'a plus d'eau qui arrive dans la rivière ou quand le niveau de la nappe au bord de la mer passe sous le niveau 0, sous le niveau marin, et ça s'est arrivé dans le marais Poitevin, c'est que on a la mer qui peut rentrer à l'intérieur des rivières et même à l'intérieur des nappes. Donc nous, c'est arrivé dans la fin des années 90 où ils prélevaient tellement pour l'irrigation que les nappes passaient sous le niveau marin, que la mer est rentrée et a commencé à griller les cultures qui étaient au-dessus. Et en plus, évidemment, dans les pompages, ils irriguaient avec de l'eau saumâtre. Donc, ce qui a failli se passer en été 2022, c'est que, donc ici, encore une fois, on est dans le bassin versant de la Loire, et la ville de Nantes a failli être coupée en approvisionnement en eau potable l'été 2022, parce que la limite entre l'eau salée et l'eau douce était remontée quasiment jusqu'au point de captage. Donc on a eu plus d'1 million d'habitants qui ont failli être privés d'eau potable. Oui, bonjour. Je voudrais que vous précisiez les choses sur l'évapotranspiration. Vous avez dit que c'était de l'eau de pluie. Or, les plantes, pour moi, elles prenaient plutôt de l'eau souterraine des racines.
Et donc, j'ai pas tout bien compris. Non, elles prennent de l'eau en général. Effectivement, elles la prennent dans le sol. Et ce qui peut se passer, c'est que l'eau soit transpirée très rapidement après qu'il ait plu, en fait. Mais globalement, justement, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui vraiment de cycle de l'eau. Parce que des fois, le temps de résidence peut être assez long dans le sol, mais il peut aussi être très très court. Voilà. Ouais. Alors, vous devez parler de Loitier et du Collin qui alimentent en eau potable l'agglomération de Bourges, peut-être, mais il se trouve que l'agglomération de Bourges a construit un aqueduc de 60 km et puise son eau maintenant dans le Val-de-Loire, à côté de chez moi, à Héry. Alors, je voudrais savoir si c'était une solution valable. Alors là, on commence à aller dans la partie débat, mais on a le même problème chez nous, ils vont chercher de l'eau de plus en plus loin. Mais il y a un moment, la question c'est où est-ce qu'ils vont aller la chercher en fait. Donc voilà, moi je suis plutôt pour préserver les zones de captage localement que d'aller de plus en plus loin, parce que la Loire a des problèmes d'assec aussi tous les ans en fait. Bonjour, moi ma question c'est sur par rapport à l'assec des rivières. C'est une question un peu naïve, mais vous avez un peu parlé de certaines cultures et de certaines espèces en littoral que ça peut impacter, mais c'est pour savoir est-ce qu'il y a d'autres conséquences. Voilà. Question naïve, est-ce que c'est grave que des rivières soient secs? Alors, moi j'aurais tendance à dire que oui, c'est grave. D'une part parce qu'on a quand même des écosystèmes dans les rivières et que si vous laissez plus d'eau dans les écosystèmes aquatiques, il n'y a plus d'écosystème. Et qu'une rivière vivante, c'est pas seulement... je vais peut-être être un peu provoque là, mais c'est pas... Moi je suis géologue, hein, le vivant c'est pas trop mon truc. Donc les petits poissons, les petites plantes, tout ça, ça m'intéresse pas trop. Mais avant, on pouvait vivre des rivières en fait. Il y avait des gens qui pêchaient vraiment pour manger dans les rivières. Et aujourd'hui, on a des rivières qui ne sont plus vivrières. On a tout un rôle de la végétation qui est aussi de filtrer l'eau, ou au contraire de la retenir pour qu'elle puisse s'infiltrer. Et si vous tuez les écosystèmes aquatiques, en fait, vous tuez aussi la capacité des nappes à se recharger et la capacité de filtration, ce qui est assez important par rapport à l'eau potable, par exemple. Donc oui, moi j'ai tendance à penser qu'une rivière, c'est mieux quand elle coule. Et aussi par rapport à ces histoires de continuum terre-mer, en fait. Alors ici, on est loin de la mer, mais moi j'en suis un petit peu plus proche. Et dans la perspective, en plus de la montée du niveau marin, c'est très important de maintenir une pression d'eau douce sur l'eau salée pour qu'elle pénètre moins vite. Parce qu'à un moment, elle va quand même y arriver. Hein. Mais pour qu'elle pénètre moins vite à l'intérieur des terres et qu'on puisse continuer à maintenir une agriculture le plus longtemps possible. Donc les bassines, elles arrivent toujours dans des bassins versants qui sont déjà sous tension hydrique. Alors là, c'est pas exactement un bassin versant, mais en tout cas, une partie de la Champagne-Berrichonne est classée en zone de répartition des eaux depuis le milieu des années 90. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une zone caractérisée par une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins. Là, j'ai mis la définition officielle. C'est-à-dire que chroniquement, régulièrement, le bassin est en déficit d'eau, voilà, à peu près tous les ans. Alors moi, j'aime pas trop cette définition, parce que qu'est-ce que c'est que les besoins? Là, on pourrait débattre très longtemps, mais en gros, ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'on consomme trop d'eau par rapport à la capacité du milieu. Donc ici, c'est une zone de tension superficielle, mais on pourrait le classer aussi en souterrain, puisqu'on a des problèmes donc justement d'approvisionnement en eau potable par les nappes ici. Donc on est en déficit hydrique structurel sur ces bassins. Et ici, c'est une carte de l'occupation des sols par rapport au type de culture. Et en jaune, vous avez les grandes cultures, dont une partie est irriguée, et irriguée de manière massive. On ne parle pas d'un petit arrosage de potager.
On parle vraiment des grands enrouleurs qui irriguent constamment. Et on a une superposition, pas parfaite, mais on a une très bonne corrélation entre les zones de tension hydrique et les zones de grande culture. Et ici, vous avez les vignes, qui aussi consomment pas mal d'eau. Donc on a quand même un lien assez direct entre un certain type d'agriculture très consommatrice en eau et le déficit hydrique. Et donc c'est là où arrivent les fameuses bassines. Alors, qu'est-ce qu'une bassine? On va le prendre par la phase des travaux. Ici, c'est une photo des travaux sur la méga-bassine de Sainte-Soline, donc 16 hectares. Donc la première phase, c'est de décaper toute la terre végétale sur 16 hectares. Les on creuse l'intérieur de la bassine. Donc là, c'est la bassine de Mosée sur le Mignon. Et avec les cailloux creusés à l'intérieur, on fait des digues d'une dizaine de mètres à peu près de hauteur. On recouvre tous ces hectares d'une bâche plastique. Et enfin, on la remplit. Donc on la remplit en hiver par pompage dans la nappe. Il ne faut pas écouter certains ministres. Et ces bassines, elles sont dites de substitution. Leur nom officiel, c'est réserve de substitution. Ce qui veut dire qu'au lieu de prélever en été pour l'irrigation, on va prélever en hiver pour remplir la bassine et ensuite on reprélèvera de la bassine pour aller irriguer dans les champs. Alors, on peut s'attendre à un impact sur le cycle de l'eau. Donc ici, c'est un autre piézomètre, c'est un piézomètre Poitvin. Mais sur lequel j'avais tracé à but purement pédagogique, c'est pour ça que j'ai mis bien hypothétique, la courbe en rose. Donc la courbe en bleu, c'est la vraie chronique, et la courbe en rose, c'est celle à laquelle on peut s'attendre avec des prélèvements hivernaux. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle un soulagement des étiages, donc des niveaux minimums de nappe qui soient moins bas, c'est ça le but. Mais on risque d'avoir ce qu'on appelle un écrêtage des crues, donc une recharge qui est moins optimale que ce qu'on aurait eu, ou qui est retardée dans le temps, par exemple, cette année-là. En fait, ce qu'on commence à voir avec le recul, c'est effectivement, comme je vous ai dit, ce retard de la crue, du niveau maximal, une prolongation des étiages, que là, je n'avais pas anticipé à l'époque où j'ai tracé ce graphique. Et on commence à voir ce qu'on pourrait appeler des étiages hivernaux, et que non plus je n'avais pas anticipé ici, c'est-à-dire qu'on a carrément des périodes de baisse de la nappe pendant la phase de remplissage, et notamment sur les 2 premiers mois. Alors, ça dépend du rythme de remplissage, ça met minimum 2 mois, en tout cas pour les méga-bassines. Ça peut aller jusqu'à 5 mois selon le nombre de pompes et le débit qu'elles ont. Alors, elles sont dites de substitution et normalement, en tout cas, alors moi je connais surtout le dossier côté Poitou-Charentes. Donc on est sur du financement public en Poitou-Charentes, ce qui n'est pas le cas, il me semble, ici. Voilà. Et donc elles sont financées pour ce principe de substitution. Ici, le truc c'est que les bassines, elles sont calibrées sur les volumes historiques prélevés. Donc il faut savoir déjà qu'il y a des volumes autorisés par les préfectures pour chaque exploitation agricole irrigante, que ces volumes autorisés ne sont jamais atteints parce que les arrêtés sécheresse arrivent systématiquement chaque été et que donc ils ne peuvent pas aller jusqu'à l'ensemble du volume autorisé. Et c'est l'intérêt des irrigants raccordés à ces bassines, c'est que là, ils peuvent mettre une grosse partie du volume et ils sont sûrs de l'avoir en été. Chez nous, les bassines, elles ont été calibrées sur les volumes historiques et sur certaines années maximum, qui sont 2007 et 2010, donc qui n'apparaissent pas dans ce graphique. Dans ce graphique, vous avez les prélèvements effectués depuis 2015 jusqu'à 2022. En orange, c'est les prélèvements en printemps-été, et en bleu, les prélèvements hivernaux. Donc sur ces années-là, il y a déjà des bassines sur le bassin de la Sèvre-Niortaise.
Donc on voit 2017, c'est une année assez sèche. On voit qu'on a un volume qui varie tous les ans. Et donc ça, c'est la projection avec les 16 mégabassines. Normalement, la substitution, quand elles sont financées publiquement, elle doit s'accompagner d'une diminution des volumes prélevés. Ici, vous avez la projection avec les 16 mégabassines. Quand on garde le volume estival moins ce qui devrait être prélevé par les irrigants raccordés, mais qu'on rajoute le volume hivernal, en fait, on a une augmentation des volumes prélevés à l'année. Alors que, vu qu'on est en déficit structurel, on devrait plutôt se mettre à consommer moins d'eau. Mais là, avec les bassines, on se met à en consommer encore plus. Un des principaux problèmes avec les bassines, c'est que, en fait, quand l'eau est stockée en profondeur, elle est à l'abri de l'air, de la lumière, de la chaleur. Normalement, il n'y a pas de vie qui peut s'y développer. Et quand on l'expose, une bassine, c'est quand même bien plat, hein, ça fait 10 mètres de profondeur, mais enfin, ça expose quand même une belle surface d'eau. Quand on l'expose à la lumière et à la chaleur, évidemment, on va avoir de l'évaporation. Alors, cette évaporation n'est pas encore quantifiée. On a des divergences de point de vue. Il y a des estimations de la part des porteurs de projets de 2-3% d'évaporation. Et en fait, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ce qui pleut dans la bassine. Moi, si je dois calculer un taux d'évaporation, je prends le volume qui s'est évaporé globalement. Je ne prends pas le volume compensé par les précipitations, qui aurait dû normalement soit venir arroser des champs, soit venir recharger la nappe. Donc on serait plutôt sur des fourchettes comme 10-15% d'évaporation. Il faut savoir qu'en ce moment, les agences de l'eau, elles lancent des programmes pour reboucher beaucoup de plans d'eau qui sont artificiels, pour en faire des zones humides, justement pour limiter l'évaporation. Parce qu'on a vu au début que l'évaporation augmente et qu'elle va continuer d'augmenter avec la hausse des températures. Donc là, bon, on tend le bâton pour se faire battre, hein. On étale bien l'eau. Évidemment, si on évapore, on va concentrer les polluants qu'il y a dedans. Surtout en Poitou-Charentes, ici je ne suis pas très au courant de la qualité de l'eau, mais nous on a des nappes qui sont très très polluées. Et ce qui se passe, et ça arrive, ce qui se passe aussi dans ces bassines, c'est qu'avec le temps, il y a une vie qui va se développer à l'intérieur. Donc, au mieux, si je puis dire, on a des bloom algaires, on a des développements très rapides d'algues unicellulaires à l'intérieur qui viennent asphyxier l'eau. Mais on peut aussi avoir des cyanobactéries et des légionnelles qui apparaissent. Et ça, c'est arrivé, quand je vous dis on peut avoir, c'est pas hypothétique, c'est arrivé dans les bassines de Vendée. Et le taux de cyanobactéries augmente d'année en année, puisqu'ils doivent laisser une part d'eau à l'intérieur pour lester la bâche. Et puis, on accumule un peu de sédiments, un peu de vie des années précédentes. Et donc, plus ça va, plus on a de la matière organique au fond, et plus c'est facile d'alimenter des cyanobactéries. Donc, avec le temps, d'année en année, c'est un phénomène qui s'aggrave. Pour l'instant, on n'a aucune solution efficace et rentable. Et ça, je le tiens d'un rapport de bureau d'études commandé par le porteur de projet, qui s'inquiète beaucoup de ces développements algaires et de cyanobactéries, parce que ça crée ce qu'on appelle du biofilm, c'est une espèce de matière gélatineuse, ça se met dans les pompes et dans les tuyaux, et ça réduit le débit des pompes et des tuyaux. Donc ça les embête beaucoup. Donc ce qu'on voit apparaître comme projet maintenant, c'est de recouvrir les bassines de panneaux photovoltaïques. Oui, autant faire d'une pierre deux coups. Mais ce qu'on voit peut-être pas très bien ici, qu'on voit mieux avant, c'est la forme de pente des digues. Et donc quand on a le niveau haut de la bassine ou quand on a le niveau bas de la bassine, on n'a pas la même superficie. Et ça, du coup, ils ne peuvent pas s'adapter. Et ils sont obligés, dans tous les cas, de laisser de l'espace entre les panneaux, ce qui fait qu'on a quand même du soleil qui arrive et qu'on a quand même des développements de cyanobactéries. Et les seules solutions qui marchent vraiment coûtent trop cher pour les mettre en place. Alors, un des grands problèmes, et là, en tant que géologue, ça me touche particulièrement, de ces bassines, c'est comme je vous ai montré au début, c'est des hectares de terres végétales qui sont éradiquées de la carte.
Les 16 bassines, alors ici la bassine en projet c'est un peu moins de 3 hectares, ce qui est déjà pas mal. L'ensemble des bassines dans les Deux-Sèvres c'est 200 hectares. Et c'est que les 16 bassines des Deux-Sèvres. Parce que dans le Poitou, enfin, en Vienne on en a d'autres. Voilà. Ici, je vous ai mis l'exemple de la bassine de Vivonne. Il y a 2 bassines, donc Vivonne c'est au sud de Poitiers. Il y a 2 bassines qui ont été construites et celle-ci, quand ils l'ont mise en eau la première fois, c'est un endroit qui est karstique, donc avec beaucoup de cavités souterraines, de rivières souterraines. Et il y a une fissure qui s'est ouverte sous le poids de l'eau et toute l'eau est partie à l'intérieur de la fissure. Donc ça a inondé les caves aux alentours, etc. Et du coup, ils ont laissé les bassines à l'abandon. Voilà. Donc ils n'ont même pas essayé de remplir la deuxième. Et là, on est en 2020, à l'intérieur de la bassine, où on n'y a pas touché. Donc normalement, si on laissait une terre pendant 20 ans sans y toucher, on aurait déjà un bon début de forêt. Et là, on a de la végétation pionnière, on a des mousses, des petits arbustes au maximum, mais on n'a rien qui s'est vraiment développé parce qu'on n'a plus de sol, au fond. On en a un peu sur les digues du sol, mais en fait, là, ça se voit pas très bien, mais elles se font éroder avec la pluie. Et donc, la végétation ne peut pas se fixer sur les digues. Et ça, ils n'ont rien prévu. Il n'y a aucun plan de remédiation d'une bassine une fois qu'elle ne sert plus. On va le voir après, mais elles ne vont pas servir longtemps dans tous les cas. Et alors que quand on fait des carrières, par exemple, il y a certains projets, on est obligé de prévoir un plan de remédiation derrière. Et bien les bassines, il n'y a absolument rien de prévu. Oui, vous nous avez parlé des réserves de substitution. Moi, je voudrais vous poser la question. Alors, comme dans le Berry, on est dans ces fameuses zones ZRE, Ouais. c'est ça. Les 2 premières bassines du Berry, c'était des bassines de substitution. Et puis, petit à petit, celles qui se construisent maintenant, c'est un volume été supérieur à celui qui était autorisé avant, plus un volume bassine hiver. Est-ce que vous pouvez nous parler de la légalité de ce genre de choses? Alors, le volume autorisé a augmenté? Le volume autorisé a augmenté en été, et le volume de la bassine vient en plus. Alors là, il n'y a aucune logique, je dirais. On est d'accord. Oui, parce qu'en plus, je suppose que c'est comme chez nous et que les volumes autorisés sont jamais atteints. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est dans ce qui est vendu aux non raccordés, c'est que comme les raccordés ne prélèveront plus en été, les arrêtés sécheresse arriveront plus tardivement. Donc les non raccordés pourront prélever plus que ce qu'ils prélevaient avant. Donc on va avoir un maintien des niveaux estivaux aussi, quoi, des prélèvements estivaux. Voilà. Est-ce légal ou pas? Alors là, là je ne sais pas. J'avoue. Parce qu'on ne parle plus de substitution, Oui. on parle de retenue d'irrigation. Oui, alors c'est là où il y a une distinction entre les 2 projets, parce que comme chez nous elles sont financées par l'agence de l'eau, ils se doivent de respecter une certaine substitution. Mais en fait, le jugement au tribunal administratif de Poitiers sur 6 bassines au nord de Poitiers et 9 bassines en Charente a reconnu que le principe de substitution n'allait pas être respecté et donc a annulé l'arrêté d'autorisation des bassines. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses où même les juges ne savent pas trop comment juger la chose. Et ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure des jugements, je pense que les juges se forment sur ces sujets-là. Et parce qu'au début, il va arriver des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Enfin, il faut quand même avoir quelques billes sur le cycle de l'eau pour voir est-ce que c'est cohérent comme projet ou pas. Et plus on avance, plus on gagne les recours. Donc, voilà. Sur la question particulière d'ici, je ne saurais pas dire. Mais... Bonjour, Alexia Jourdain, donc je suis animatrice de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements, Area Berry. Donc, je peux répondre sur la question de la légalité et je tiens à vous rassurer, on n'est pas dans le système de substitution ici. Pourquoi? Parce que la
il existe des projets de substitution, oui, mais qui sont financés sur fonds propres, donc c'est les agriculteurs qui les payent eux-mêmes. Il n'est pas du tout question de subvention de l'Agence de l'eau, donc il n'y a pas tous les critères compliqués. C'est beaucoup plus simple que ça. Et pour ce qui est de est-ce que c'est légal d'avoir des volumes hivernaux en plus, oui. Il faut savoir qu'ici, chez nous, il y a une enveloppe de volume d'été qui est définie et une enveloppe de volume pour l'hiver qui est définie. Donc, dans la plupart des bassins versants du coin, les volumes hiver ne sont quasiment pas distribués. Donc, il y a de la place pour des projets individuels. Mais il y a quand même des règles d'attribution. Donc, les agriculteurs doivent déjà, avant de faire un dossier, doivent déjà demander une autorisation, un accord préalable à Réaberry. Ensuite, une fois que c'est validé, ils font la deuxième étape, un dossier de déclaration ou d'autorisation. C'est déposé en préfecture. Et donc, la préfecture examine l'ensemble du dossier et un arrêté préfectoral est sorti si l'ensemble des critères demandés par la loi sont respectés. Donc, les projets qui sortent aujourd'hui ont tous des arrêtés préfectoraux. Donc, oui, c'est légal. Et si ce n'était pas légal, il n'y aurait pas d'arrêté et on ne se poserait même pas la question puisqu'elle n'existerait pas. Après, il y a des fois, on peut se poser la question de la légalité des arrêtés préfectoraux. Parce que chez nous, on a eu des arrêtés préfectoraux de construction des bassines, alors qu'on avait un jugement au tribunal. Sur la substitution et les critères de substitution en règle générale. Donc en fait, ici, le contexte est beaucoup plus simple que ça. Alors, j'étais en train de finir mon propos. Qu'il y ait substitution ou pas substitution, on a eu un jugement qui interdisait la construction de ces bassines, et des bassines de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. La préfecture a signé un arrêté préfectoral maintenant la construction des bassines, contrairement à l'avis du tribunal. Donc c'est là où on peut se poser des fois la question de la légalité de certains arrêtés préfectoraux. Et j'avais une question pour vous, est-ce que les volumes autorisés sont atteints ici par rapport au volume prélevé? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Et ça dépend des bassins. Il y a des bassins où il y a de la marge et d'autres où il n'y en a pas. Et il y a des bassins qui sont en cours de diminution pour atteindre les volumes prélevés. Voilà. Il y a tous les cas de figure. J'avais juste besoin d'intervenir pour rappeler, il y a 4 mois, on a organisé un événement à Ventoux Salon. Et la première personne qui a intervenu après la diffusion d'un film, c'était le président de la Chambre d'agriculture. Et monsieur le président de la Chambre d'agriculture nous a dit « Les bassines, c'est de la substitution. C'est pour préserver l'eau, c'est pour préserver notre agriculture. » Du coup, là, je ne comprends plus la réponse qu'il nous a apportée. Bonsoir, j'ai une question. Comment est constitué Agréaberry et qui est le donneur d'ordre de Agréaberry? Merci. Alors ça, ce genre de questions, peut-être on va les reposer après, dans la partie plus débat, parce que sinon, là on va partir dans une discussion, aucun problème pour la voir après, mais peut-être juste finir le déroulé. Oui, j'ai compris que vous n'étiez pas une spécialiste du vivant, mais quand même, quand on irrigue avec de l'eau qui est dans l'état que vous avez décrit, ça a des conséquences sur les terres et les cultures irriguées, j'imagine. Alors j'imagine aussi, là vraiment pour le coup, voilà, on atteint la limite de mes compétences. Tout ce que je sais, c'est que les cyanobactéries, donc, qui contiennent des toxines mortelles, on retrouve des traces de ces toxines dans certaines feuilles de maïs, par exemple. Ça, on a une étude très récente là-dessus. Parce que l'irrigation, c'est remettre de l'eau sur les terres. Alors ça aide à ce que les cultures en pompent une partie pour pouvoir pousser, mais il y en a quand même une partie qui reste au sol et qui s'infiltre. Oui, qui s'infiltre, mais qui est tout de suite évaporée ou transpirée. On considère que rien ne retourne à la nappe avec de l'irrigation. C'est de la perte. Je voudrais essayer d'intervenir sur 2 points. J'interviens en tant qu'adhérent de l'association de veille environnementale du Cher, AVEC. On vient de poursuivre le préfet du Cher au tribunal administratif contre le projet de la bassine des Ailes. On lui avait adressé un recours gracieux suite à l'arrêté qu'il a pris de décision de mettre en place cette bassine. Il avait 2 mois pour nous répondre. Il ne nous a pas répondu.
Donc on demande que le jugement, que le tribunal administratif d'Henrichemont tranche. Donc ça rejoint ce qui a été dit. Bien sûr, le préfet, c'est le représentant normalement du droit sur le territoire, mais ces arrêtés sont contestables lorsqu'il y a matière à les contester. Et on a jugé que le dossier, sur la base de la déclaration qui avait été faite de ce dossier, c'est-à-dire sur la base de ce qui a été constitué pour créer le projet, ce qui a été présenté à la préfecture, était insuffisant, qu'il y avait des négligences dans le dossier, des omissions. On a parlé d'évaporation, par exemple, tout à l'heure. Concernant le dossier de la bassine des Ais, l'évaporation n'est prise en compte nulle part. La bassine des Ais, ça sera le seul endroit de l'univers où il n'y aura pas d'évaporation. Quand on essaye de l'estimer, bien que ce soit difficile, si on fait une estimation à la marge, il y a 5000 m3 en moins dans le bilan.